Bonjour, aujourd'hui nous allons voir le dernier chapitre de ce semestre, donc sur les séries statistiques doubles, donc le chapitre 4 du module Math 2. Donc ici, quelle est l'idée? On souhaite étudier simultanément deux caractères, x et y, d'une même population, et on va essayer de voir s'il y a des liens éventuellement entre ces deux caractères. Donc là, ce qui est particulier, c'est qu'on a donc deux variables et qu'on va les étudier ensemble. Donc on va noter, comme dans le chapitre précédent, quand elle est la taille de la population, et on va considérer que les variables x et y sont des variables quantitatives discrètes. Donc c'est le cas qui est intéressant pour qu'on puisse faire des calculs. On représente du coup notre série statistique le double sous la forme d'un nuage de points. Donc on va avoir le point x1, y1, x2, y2, xn, yn. On peut dire que par exemple x1, y correspondrait à la réponse de la première personne, à un couple de questions posées, à deux questions posées. Si on passe les différents points qui sont là dans un repère, on obtient ce qu'on appelle un nuage de points. J'avais employé le terme que j'avais employé juste avant. Et la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on peut faire un ajustement de ce nuage? C'est-à-dire, est-ce qu'on va pouvoir trouver une courbe qui va passer au plus proche possible de chacun de ces points, ce qui nous permettrait éventuellement de faire des prévisions, de répondre à des questions pour des valeurs qu'on n'a pas et qui nous intéressent. Donc on va voir ce cours, ça va faire en trois parties. Donc premièrement, on va voir ce que c'est que la covariance et le coefficient de corrélation, puis on parlera des ajustements affines et enfin des ajustements non affines. Pour commencer, voyons ce qu'est la covariance. Alors, premièrement, avant de parler de covariance, mon couple de variables statistiques, x, y, je peux regarder chaque variable indépendamment l'une de l'autre, c'est-à-dire regarder x comme une variable statistique seule, et y comme une variance statistique seule. Et dans ce cas-là, on pourra définir la moyenne, la variance et l'écart type comme on l'a vu au chapitre précédent. Ça vous donnera les formules qu'on a ici. Donc si je pose x seul et y seul, on a les formules qu'on a déjà vues au chapitre précédent pour le coup ici. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est de voir si on ne peut pas aussi étudier le couple ensemble, donc le couple XY en ayant XY qui sont vraiment liés, et voir si on ne peut pas trouver un nouveau paramètre qui va être commun à ce couple. Donc ce nouveau paramètre, on l'appelle la covariance de X et Y, notez cov XY. Alors attention, hein, c'est bien la covariance de X et de Y. Je vois trop souvent des erreurs avec des gens qui m'écrivent covariance de X et qui écrivent plus loin covariance de Y. Ça n'existe pas. Donc c'est bien la covariance du couple XY, donc c'est la moyenne des produits des écarts des valeurs de X et de Y à leur moyenne respective, c'est-à-dire vous prenez les valeurs de X, vous faites moins la moyenne, multiplié par les valeurs de Y moins la moyenne de Y, vous faites la somme et vous faites fois 1 sur n, donc le nombre de valeurs. Ça c'est la définition de la covariance, mais ce n'est pas la formule qu'on va utiliser en pratique. Donc la covariance possède une unité, c'est celui du produit des unités de X et de Y. On a la covariance qui est symétrique. Là, si vous inversez les rôles de x et de y, c'est pareil. Donc, covariance YX, c'est pareil que covariance XY. Et si on fait y égale x, une petite remarque, la covariance de XX, c'est la variance de x. Mais c'est pas très intéressant, c'est bien de le remarquer, mais nous, ça ne va pas nous intéresser de considérer un couple XX. À chaque fois, on aura deux variables différentes. C'est ça qui va nous intéresser dans nos études. La covariance de XY vérifie les propriétés suivantes, dont la première ici en rouge. Je vous l'ai dit, la formule qui est dans la définition, on ne l'utilise pas en pratique. En pratique, après un petit calcul, on voit que la covariance, elle vaut ce qui est ici. Donc 1 sur n, somme des xi fois yi, moins le produit des moyennes de x et de y. Donc pour calculer la covariance, il va nous falloir calculer d'abord le produit des xi, yi, et faire la somme de ce produit, faire la somme de ces produits, multiplier par 1 sur n, puis retrancher le produit des moyennes de x et de y. On a d'autres formules aussi qu'on ne va pas trop utiliser, mais je vous les ai mis ici pour être un peu complet, donc j'en dis pas plus, on ne va pas vraiment spécialement les utiliser, je n'en dis pas plus ici. Cette dernière, on va l'utiliser pour faire une démonstration de ce qu'on appelle la méthode des moindres carrés, on va l'utiliser, mais là, dans ce mode distanciel, je ne ferai pas cette démonstration pour cette année. Du coup, coefficient de corrélation. Donc ça, c'est un autre paramètre qui nous intéressait, et je vous en dis deux mots tout de suite. Donc, si je considère que x et y ne sont pas constantes, ça c'est pour que les écarts types soient différents de 0 ici, le coefficient de corrélation de x et de y va être égal à la covariance de xy, du couple xy, divisé par le produit de l'écart type de x et de l'écart type de y. Alors de même que je vous l'ai dit dans le chapitre précédent, quand on considère la variance, c'est pas forcément très parlant d'un point de vue ordre de grandeur, et ce qui est parlant c'est l'écart type quand on prend la racine de la variance, là c'est pareil. La covariance d'un point de vue ordre de grandeur, c'est pas très parlant, ce qui va être parlant c'est le coefficient de corrélation où on l'a divisé par le produit des écarts types. Pourquoi? Alors grâce à une conséquence de ce théorème qu'on appelle inégalité de Cauchy-Schwarz, qui vous dit que la valeur absolue de la covariance de xy est inférieure au produit des écarts types de x et de y. Vous n'avez pas besoin de revenir sur le résultat, je vous rassure, je vous l'ai juste mis pour être complet. Mais ce résultat nous permet de dire la chose suivante, qui elle va être très importante, c'est que le coefficient de corrélation de x et de y est toujours compris entre moins 1 et 1. Donc autant la covariance, c'est pas très parlant, avoir une covariance de 800, de 1000, de moins 1000, de moins 2000, ça ne veut pas dire grand-chose. Par contre, coefficient de corrélation, lui, va avoir un sens. Et déjà, premièrement, il est tout le temps entre moins 1 et 1. Donc si, pendant un TP, vous faites le calcul et vous avez un R qui n'est pas entre moins 1 et 1, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que vous êtes trompé quelque part. C'est obligatoire. Donc le R est toujours entre moins 1 et 1.
Et ce qui va se passer, c'est que donc, en valeur absolue, parce que donc R peut être négatif, s'il vaut 1 valeur absolue, c'est si et seulement si x et y vérifient une relation affine, c'est-à-dire si y vaut ax plus b, exactement ax plus b. Donc si les points vont être totalement alignés, alors dans ce cas-là, je peux dire que j'ai R qui vaut soit 1, soit moins 1. Si R vaut 1, c'est qu'ils sont alignés et que j'ai une droite qui est croissante, et s'il vaut moins 1, c'est une droite qui est décroissante. Lorsque le coefficient de corrélation est proche de 1, du coup, ce qu'on va pouvoir dire, c'est que dans ce cas-là, donc on n'a pas exactement des points alignés, on n'a pas une droite parfaite, mais ce qu'on peut dire, c'est que quand on est proche de 1, on a une liaison affine importante entre x et y, c'est-à-dire quand vous tracez votre nuage de points, vos points vont sembler être plutôt alignés. Pas exactement alignés, mais être plutôt alignés, suivant une tendance la tendance d'une droite. Et dans ce cas-là, c'est quand on a du coup R qui est proche de 1. Pour fixer les idées, en général, pour avoir quelque chose de vraiment précis, on va supposer quand R est plus grand que 0,9 en valeur absolue, c'est-à-dire soit les plus grands que 0,9, soit les plus petits que moins 0,9. Donc dans ce cas-là, on va dire qu'il y a une liaison affine forte entre les variables x et y. En revanche, lorsque le coefficient de corrélation est proche de 0 ou trop loin de 1, dans ce cas-là, il n'y a pas de relation affine entre x et y, donc ça signifie que, mais ça ne signifie pas qu'il ne peut pas avoir un autre type de liaison dans ce cas-là, mais en tout cas, ça ne se dira pas directement avec le coefficient de corrélation qui est ici. Ça pourra se voir sur l'allure de la courbe, mais ça ne pourra pas se voir avec le coefficient de corrélation. Donc ce qui va se passer, c'est quand R va être proche de 0 et loin de 1, on va voir que le nuage de points, il ne va pas avoir tendance à suivre une droite, les points ne vont pas avoir tendance à être alignés, à former un nuage de points plutôt aligné. Du coup, regardons un ajustement affine, quand on peut le faire, qu'est-ce qui se passe? Donc quand R est proche de 1, c'est-à-dire qu'il y a une liaison affine, on va donc faire un ajustement affine. On va avoir deux méthodes ici. D'abord la plus classique, méthode des moindres carrés. Alors du coup, avant ça, la suite, on suppose qu'il y a donc une liaison affine importante entre x et y, c'est-à-dire que le coefficient de corrélation est proche de 1 en valeur absolue. Donc je répète, soit plus grand que 0,9, soit plus petit que moins 0,9 pour fixer les idées. Le principe d'un ajustement affine, qu'on appelle aussi des fois régression linéaire, donc c'est bien de connaître les deux noms, on appelle ça soit ajustement affine, soit régression linéaire, c'est d'essayer de déterminer la meilleure, donc meilleure, il y a plusieurs critères pour être la meilleure, mais donc la meilleure droite pour exprimer la liaison affine entre x et y. Donc l'ajustement le plus classique, que vous connaissez tous, vous avez tous déjà entendu parler, je pense, c'est avec celui qu'on obtient avec la méthode des moindres carrés. Comment ça fonctionne? Alors, il y a une démonstration qui se fait par le calcul, je vous en parlais comme ça rapidement à l'oral. Si ça vous intéresse, vous pourrez me poser des questions sur la démonstration, mais je ne vous la ferai pas sur papier, je ne vous la ferai pas par écrit ce coup-ci. Donc qu'est-ce qu'on va considérer? En fait, dire que y et x ont liaison affine, ça veut dire que je peux espérer écrire y sous la forme ax plus b. Alors, pas exactement égal à ça, parce que dans ce cas-là, ça voudrait dire que le r serait égal à 1 ou à moins 1, mais en tout cas, en faisant ça, ne pas avoir une grosse erreur. Et du coup, ce que je vais faire, je vais fixer des a et b réels, et je vais poser y moins ax plus b, et je vais appeler delta indice ab, parce que ça dépend de a et de b, et la différence entre ces deux choses-là. Ça permet justement de voir, quand je fais y moins x plus b, delta c'est grosso modo l'erreur que je commets, en approchant y par ax plus b. Donc comme delta c'est l'erreur que je commets, mon but ça va être d'avoir un delta le plus petit possible. Dans quel sens? Delta c'est une série statistique, c'est pas un nombre. Donc comme c'est pas un nombre, je peux pas dire ok je veux que ce nombre soit le minimum possible. Je veux que ma série statistique, ce delta, soit le plus petit possible, dans le sens des séries statistiques. Quelle va être l'idée? L'idée ça va être premièrement d'avoir donc la variable soit la plus proche de la variable nulle, c'est-à-dire premièrement, on va déjà vouloir, alors je ne vous ai pas suivi la démonstration mais je vous le dis à l'oral, on va vouloir que l'espérance de delta soit, pardon pas l'espérance, ça c'est quand on fait des probas, que la moyenne de delta, quand je la calcule, soit égale à 0. Donc je veux au moins qu'en moyenne, delta soit égal à 0. C'est la première chose que je vais demander. Et ensuite, pour être le plus proche possible de la variable nulle, je vais calculer la variance de delta. Je vais demander à ce que la variance soit la plus petite possible. Donc en fait, je vais avoir deux choses à résoudre. D'abord, je calcule la moyenne de delta et je regarde ce que ça me donne comme équation pour que ce soit égal à 0. Puis je vais calculer la variance, et après avoir calculé la variance, grâce à une formule qu'on a vue tout à l'heure, je vous ai dit qu'on n'utiliserait pas trop, sauf pour la démonstration ici si on la faisait, on va pouvoir essayer de voir pour quelle valeur de A et B la variance est minimale. Et ce qu'on trouve, c'est le résultat qui est là. Vous n'avez pas besoin de faire de la démonstration, c'est pour ça que je ne vous la fais pas. Ce qu'il faut retenir, c'est les formules qui sont ici. Donc la méthode des moindres carrés, elle donne les coefficients qu'on a fait dans ce cours A chapeau et B chapeau, où A chapeau il vaut le coefficient de corrélation facteur multiplié par l'écart type de Y divisé par l'écart type de X. Et pour trouver B chapeau, vous avez la formule qui est là, qui revient à faire la moyenne de Y, moins le A chapeau qu'on a calculé ici, fois la moyenne de X. Donc, ce que vous devez ici, c'est juste retenir ici ces deux coefficients A et B, qu'on trouve pour la méthode des moindres carrés. Et donc, comment on les obtient? Ils ne sortent pas de nulle part, ils viennent de ce que je vous ai expliqué juste avant. Une remarque, et du coup, cette droite de régression, qu'on obtient par la méthode des moindres carrés, elle va toujours passer par ce qu'on va appeler le point moyen. C'est quoi le point moyen? Si je prends la moyenne de X, la moyenne de Y, et je place le point obtenu ainsi. Et donc cette droite va toujours passer par ce point moyen.
si je suppose, comme je vous l'avais dit, que la moyenne de delta AB vaut 0, c'est ce qu'on va avoir. Ce qu'on obtient en fait, c'est que du coup, la formule qui est ici, la variance de delta AB, elle vaut ce qu'on a ici. Et c'est pour ça qu'on appelle cette méthode la méthode des moindres carrés, parce que pour minimiser cette variance, on veut qu'ici on a une somme de carrés, donc on veut que chacun de ces carrés soit le plus petit possible. Et donc c'est la méthode des moindres carrés pour que chaque carré ici soit le plus petit possible. C'est de là que vient le nom pour le coup. Donc ça c'est plus de la culture générale qu'autre chose. Autre type d'ajustement qu'on va voir ici, c'est la méthode de Mayer. Je vous le dis tout de suite, on n'utilise pas trop la méthode de Mayer, mais je vous en parle pour deux raisons. Premièrement, parce que l'idée est plutôt intéressante et que c'est bien des fois de voir des idées un peu intéressantes comme ça, un peu intuitives. Et aussi parce que ça vous permet de manipuler Excel, parce que mon but dans ce chapitre, c'est non seulement de vous donner des bases de statistiques, mais également de vous donner quelques petites astuces sur comment manipuler Excel, parce que dans le monde du travail, c'est un des logiciels que vous allez le plus utiliser Excel, souvent pour faire des analyses, des études, et donc c'est bien, vous avez une petite base dessus. Donc il s'agit d'une méthode ici, moi dans mon calcul, la méthode de Mayer, c'est pour ça qu'elle est assez élégante. L'idée c'est la suivante. Donc on va ranger les couples x, y, y. Donc mon nuage de points, je vais les ranger par ordre croissant des xi. Autrement dit, je vais les ranger de la gauche vers la droite quand je vais les placer dans mon repère. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais couper la série statistique en deux séries de taille égale. Ou pour un nombre de paires, ça pourra être de taille égale, ou bien si j'ai un nombre impair de points, j'en aurai un de plus d'un côté que de l'autre. Donc je trace mon nuage de points, je le sépare, je regarde les points les plus à gauche, les points les plus à droite, donc je fais une séparation au milieu. Et l'idée après, ça va être de calculer les points moyens de chacune de ces sous-séries. Donc la sous-série de gauche, je vais calculer la moyenne des x, la moyenne des y. J'aurai un premier point moyen, je note G1, qui aura pour abscisse x1 bar et pour donner y1 bar. Je vais pareil avec la deuxième sous-série de droite. Et ce que je vais faire ensuite, je vais tracer la droite, G1, G2. Donc l'idée, c'est que je coupe ma série en deux. Je calcule les deux moyennes de ma série de gauche, abscisse ordonnée, les deux moyennes de ma série de droite, abscisse ordonnée, ça me donne 2 points. Je fais une droite, et ça me donne la droite obtenue avec la méthode de Mayer. Donc c'est à ça que consiste la méthode de Mayer. Et en fait, si à l'époque on n'y avait pas de calculatrice, on n'avait pas Excel et tout ça, c'était assez pratique parce que c'était moins lourd à calculer que la méthode des moindres carrés, mais c'est plutôt quelque chose malgré tout d'assez intuitif et qui donnait un résultat qui était en général pas trop mal. Alors l'idée, c'est on va voir sur un exemple comment ça fonctionne et ce que je vous propose. Donc l'exemple c'est le suivant ici, on s'intéresse au lien éventuel entre le nombre d'heures d'ensoleillement par an et la température du mois de juillet dans plusieurs villes de France. Et ce qu'on va essayer de voir, c'est ce qu'il y a un lien entre donc, ce X et ce Y. Donc pour cela, on va faire directement sur Excel pour vous montrer comment on fait ce genre de choses. Tout ce que je viens de vous dire ici, on va le faire sur Excel. Alors ici, c'est l'exemple température qui m'intéresse. Alors comment on va faire ça? Ici, j'ai mes séries statistiques, vous avez ici les données. Donc là, j'ai supposé que j'avais appelé température X et l'ensoleillement Y. Alors je vais prendre les deux ici, on va les copier, donc j'ai fait CTRL-C, et on va les mettre ici dans une autre feuille pour séparer les données du calcul. Alors ici je vais noter que là j'ai mes X et que là j'ai mes Y. On pourrait calculer directement ici parce qu'on a les données brutes, on n'a pas de notion d'effectif, on fera que ça pour les stats doubles, mais pour vous entraîner et pour vous habituer à manipuler ce qu'on avait déjà vu dans le cours, dans le chapitre précédent, on va essayer de refaire tous les calculs à l'un. Alors, moi ce que je vais vouloir c'est calculer le coefficient de corrélation et donc la covariance avant ça. Pour calculer la covariance, il me faut quoi? Il faut d'abord les moyennes de X et de Y. Donc moyenne de X et de Y, je vais les calculer. Je vais mettre tout ça par là, parce que je vais devoir rajouter des étapes intermédiaires. Donc moyenne de X, ici, et en dessous je vais mettre moyenne de Y. Comment je vais calculer cela? Alors j'ai deux choix, je pourrais faire égale moyenne. Donc égale moyenne, bon faisons-le ici avec égale moyenne, non, allez, on va s'habituer à faire sans égale moyenne. Je pourrais faire égale moyenne et prendre la colonne, ou là je pourrais faire égale la somme. Je prends la somme de tous mes X, donc ici, et je divise par le nombre de valeurs, donc là j'ai 13 valeurs. Comme vous le voyez, vous voyez qu'il y avait écrit 13 lignes fois une colonne, donc j'ai 13 valeurs. Donc je vais faire la somme ici, divisé par, tiens, puis d'ailleurs si je ne voulais pas compter les valeurs, je pourrais faire NBval. Donc NB, je ne trouve pas le NBval, je ne propose pas, voilà, NBval. Vous écrivez, double-cliquez, et ça va vous donner le nombre de valeurs qu'il y a là. Il va me donner 13 du coup, si je le calcule ici. Donc là j'ai la moyenne de X. Plutôt d'ailleurs, je suis en train de vous faire un tableau comme ça en colonne, je vais changer, plutôt en ligne, pardon, je vais le faire en colonne, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Donc je vais changer, ça, je vais le décaler, donc je vais le réécrire après, et la moyenne ici, je vais plutôt la mettre là, vous allez voir tout de suite pourquoi. Donc je refais, égal, pas moyenne justement, égal somme, je vais refaire avec la moyenne, encore une fois, si je fais avec la moyenne, ça marche sans aucun souci. Égal somme ici, divisé par le nombre de valeurs, NBval, de ma colonne qui est ici. Pourquoi je l'ai mis dans ce sens-là? Parce que comme la colonne Y est à droite de la colonne X, si je fais cette chose-là, hop, ça me donnait la moyenne de X, la moyenne de Y également calculée directement. Ce qui va m'intéresser après, c'est d'avoir la covariance de X et de Y. Covariance
On va mettre cov, entre parenthèses, xy pour utiliser une notation du cours. Donc convergence de x et de y, comment ça fonctionne? Si vous regardez les formules de cours, c'était 1 sur n fois la somme des xi, yi moins le produit des moyennes. Du coup, qu'est-ce qu'il me faut déjà pour commencer? Il faut que je prenne ici le produit des x fois y. Donc je vais mettre ici xi, x indice i, fois y indice i. Comment je fais ceci? Je vais faire égal, je vais prendre ici x, multiplié par y. Ça va me donner ici la x1 fois y1, et je vais faire ça pour toutes les valeurs que j'ai, c'est-à-dire ce que j'ai ici. Comment je vais faire le calcul maintenant? Alors, quelque chose que j'aurais pu faire, tiens ici, si je mets taille de la série, plutôt que de mettre nbval à chaque fois, je vais l'écrire une autre fois pour tout ici. Donc taille de la série, je vais mettre ici égal nbval. Donc nombre de valeurs d'une colonne. Attention, la taille, c'est bien une seule colonne, hein, parce que moi, ma série, c'est une série statistique double. Donc je regarde le nombre de couples. Là, en couple, j'ai bien 13 couples différents. Donc taille de la série, c'est 13. La convergence, ça va donc me donner égale la somme des xi fois yi, donc égale somme de ce que je viens de calculer ici. Si vous regardez la formule, c'est fois 1 sur n, donc ça va revenir à faire diviser par n que j'ai ici, moins le produit des moyennes, moins donc le produit des moyennes, j'ai la première moyenne ici, fois deuxième moyenne ici. Ça donne ma covariance ici qui est de 925,304. Comme je vous dis, ce qui est parlant, c'est pas forcément la covariance, c'est plutôt le coefficient de corrélation. Pour calculer le coefficient de corrélation, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut les écarts types de x et de y. Pour les écarts types, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut variance de x et de y. Du coup, on va faire ça tout de suite. Donc, calculons var de x, var de y, et on va mettre aussi du coup écart type de x, donc on va mettre sigma, écart type x et écart type y. La variance, vous vous souvenez comment ça fonctionne? Alors je pourrais faire égal var pn, ça marcherait directement. Encore une fois, j'aurais pu, mais là je vais plutôt essayer de vous expliquer comment calculer une variance. Pour calculer une variance, si vous vous souvenez de la formule, sinon regardez là, en fait, pause, allez la chercher, c'était 1 sur n fois somme des xi au carré moins la moyenne de x au carré. Du coup, comme il me faut la somme des xi au carré, il faut que je fasse une colonne supplémentaire où que je vais calculer justement chacun des xi au carré. Donc, je prendrai ici égal, ce que j'ai ici, je vais le mettre au carré et j'étends vers le bas. Donc là, j'ai mes xi au carré, donc pour calculer la variance, je vais faire égal. Donc somme de ce que je viens de calculer ici. Je vais faire aussi une dénicide totale où je mettais à chaque fois une seule fois la somme, mais bon, ça revient au même. Je vais faire gagner un petit peu de temps pour le coup, mais ça va pas changer grand chose ici. Donc la somme ici de mes xi. Pardon, si vous regardez bien, j'ai fait une erreur. Je vous ai trouvé par vous-même quelle est l'erreur que j'ai faite. Bien sûr, je n'ai pas pris la bonne colonne. J'ai pris les xi fois y au lieu de faire les xi carré. Donc on va se reprendre tout de suite. On supprime. Donc somme des xi carré qui est là. D'où l'intérêt de bien écrire à chaque fois le titre de la colonne, parce que vous calculez, ça vous permet en un clin d'œil de voir que vous êtes trompé. Donc divisé par 13 moins la moyenne de x au carré. Donc là j'ai ma variance de x. Force de y, ça va être pareil, donc là il me faut une colonne en plus avec les yi au carré. Je fais donc égal. Je prends ce qui est ici, je le mets au carré. Je tire vers le bas et là je mets la même chose, donc égal somme de y carré moins, divisé par la taille moins la moyenne de y au carré. Donc voilà pour la variance de x et la variance de y. L'écart type, vous vous souvenez bien, c'est égal à la racine de la variance, donc racine de x, hop, et comme c'est juste à droite, je peux juste étendre comme ça. Et enfin, ce que j'ai considéré, c'est maintenant le R de xy, le coefficient de corrélation, R de xy. Et là, on va le prendre égal à, donc la formule, R de xy, c'est la covariance divisée par le produit des écarts types. Attention à ne pas oublier une parenthèse ici, hein, c'est par sigma x fois sigma y. Il ne faut surtout pas oublier la parenthèse, sinon vous n'aurez pas le bon résultat. Donc là, je trouve un coefficient de corrélation de 0,79. Bon, on est en gros à 0,8. 0,8, c'est pas terrible, on est un peu loin de 0,9 pour faire une régression linéaire. Malgré tout, j'ai décidé ici de vous faire des régressions linéaires pour vous montrer comment ça fonctionne. On fera un exemple suivant où on ne fera pas le cas, parce que le nuage de points ne va pas ressembler à grand chose. Ça peut vouloir dire qu'il n'y a pas vraiment un grand lien, en tout cas pas un lien infini entre l'ensoleillement et l'ensoleillement pendant l'année et la température en juillet. Je crois que c'était ça les deux séries statistiques. Mais on va malgré tout faire un ajustement pour voir ce que ça donne et voir ce qu'on pourrait en dire, même si là, il faut avoir en tête qu'avec un R de 0,8, ce qu'on va dire, ça ne va pas être ultra précis. Plus R est grand et plus qu'on va tirer un ajustement affine va être précis.
Au contraire, plus R est petit, et moins ça va être précis. Alors, avec tout ce qui est ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant regarder, prendre ici mes colonnes X et Y. Donc les colonnes X et Y, je prends les deux, et je vais faire insertion, et je vais faire ici nuage de points, pour bien dire que je prends ici le nuage avec mes deux, avec toute ma sous-série. Qu'est-ce que je vais faire de ce graphique? Pour le moment, j'ai besoin de rien d'autre particulier. Donc, comme d'habitude, je vous rappelle le réflexe. C'est ce qu'on fait. On va mettre ici, déplacer le graphique, nouvelle feuille. Et ce que je vais tracer ici, c'est... je voulais le mettre en titre. Bon, je mettrai le titre, c'est pas grave. Je vais mettre ici le titre. Et ça va être... Ce qu'on va faire ici, c'est la droite de régression avec la méthode de moindre carré. Droite de régression avec la méthode de moindre carré. Une remarque que j'ai oublié de vous faire, tout ce qu'on a calculé avant, il y avait des fonctions Excel qui le faisaient. Le R, le COV, on pouvait le calculer directement avec Excel, mais je voulais vous montrer comment manipuler Excel. C'est aussi pour ça que je vous demande de le faire comme ça et pas d'utiliser les formules directes. Hop, du coup, je reviens ici. Qu'est-ce qui va m'intéresser? C'est d'avoir la droite de régression. Comment je vais faire ceci? Vous placez sur un point. Vous faites un clic droit sur un des points et vous faites ici ajouter une courbe de tendance. Ajouter une courbe de tendance, et ce qui va vous sélectionner, c'est directement linéaire. Et ce que vous fait Excel, justement, il vous donne la courbe de tendance, la droite de régression, avec la méthode de moindre carré. C'est ça que fait Excel ici. Donc, on peut observer plusieurs choses. Premièrement, c'est que si je fais afficher l'équation sur le graphique, je peux trouver les paramètres A et B, de la méthode des moindres carrés. On aurait pu les calculer au préalable, je vous demanderai de le faire en TP. D'ailleurs, là, je ne vous le fais pas, tiens, je vais vous entraîner. Donc, entraînement, prenez la définition de A et B, essayez de les calculer, et pour vérifier, vous devez trouver pour A 118,84 et pour B, moins 438,73. On peut aussi afficher le R. Alors attention, là c'est bien écrit R carré, donc ce R carré, il correspond au petit R qu'on a avant, au carré justement. Donc c'est bien le R carré et non pas le R qu'on a ici. Donc attention à ne pas confondre. Donc voilà ce qu'on a ici. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Comme d'habitude, je vous rappelle, il faut qu'on ait un graphique bien placé à chaque fois. Le titre, on l'a fait, mais aussi le titre des axes pour savoir de quoi on parle. Donc ici, le X, c'était température en juillet. Température en juillet, c'était en degrés. Et titre de l'axe, c'est nombre d'heures d'ensoleillement. Nombre d'heures d'ensoleillement. Il manque un L, il me semble, ici. Voilà. Donc là, dans mon graphique, on a mis le titre, on a la droite. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tiens, on peut dire que mon nuage, avant 15, il ne se passe pas grand-chose. Bon, on va essayer d'avoir de bonnes habitudes. Du coup, je vais te classer ici, et mon axe, le minimum, je vais le mettre à 15 parce qu'il ne se passe rien avant. Hop. Pareil, je vois qu'en dessous de 1000, il ne se passe pas grand-chose, donc je clique ici sur un nombre, et le minimum, je vais le mettre à 1000. Voilà, pour avoir quelque chose de plus visuel, de plus précis. Alors précis, ça ne va pas l'être énormément, parce que le R n'est pas vraiment proche de 0,9, mais bon, pour que ce soit plus visuel. Donc voilà ce qu'on peut faire, une méthode des moindres carrés. Maintenant, si vous voulez répondre grâce à l'équation qu'on a ici, si on voudrait savoir, si on a une température de 25 degrés en juillet, à combien d'heures d'ensoleillement peut-on s'attendre? Graphiquement, on va prendre 25 là, on va remonter là, et on va le lire ici graphiquement. Ou bien, on va pouvoir résoudre grâce à l'équation qui est ici, en remplaçant x par 25, ça donnera ce qu'il nous faut pour y. Donc voilà le genre de choses que l'on peut faire une fois qu'on a la droite de régression. C'est pour les moindres carrés. Avec Mayer, comment ça va fonctionner? On va s'entraîner à le faire aussi pour manipuler Excel. Donc là, j'ai fait avec Mayer, on va le faire, maintenant on a fait moindre carré, pardon, on va faire la préparation pour la méthode de Mayer. Donc je reprends la série qui est ici, CTRL-C, et je vais la mettre ici, CTRL-V. Alors qu'est-ce que je vais faire avec Mayer? Déjà, on l'a dit, il faut que je regarde mon graphique, je regarde les points les plus à gauche et que je sépare en deux, les points qui sont le plus à gauche et les points qui sont le plus à droite. Comment je peux faire ça avec Excel? En fait, je me remets dans le graphique, séparer à gauche et à droite, c'est-à-dire séparer en X. Il faut mettre les X du plus petit au plus grand, parce que de gauche à droite, ça se lit sur l'axe des abscisses. Du coup, ce que je vais faire ici, pour trier en X sans changer les valeurs des points, donc regardons, je sélectionne mes deux colonnes, c'est très important de sélectionner les deux colonnes. Je vois que 22,2 avec 2726 par exemple, je vais faire trier et filtrer, et je vais faire du plus petit au plus grand. Et celle ce qu'il va me faire, c'est qu'il va trier du coup à gauche, mais il va garder les correspondances, c'est-à-dire j'ai toujours mon 22,2 avec 2726. Il a trié en X, mais pas en Y, il a gardé les couples, on a donc bien la même série statistique. Alors ici, comment on va séparer? On pourra faire plusieurs façons. On peut faire avec un code couleur, par exemple, on avait 13 valeurs, donc comme on a 13, on va mettre 7 d'un côté et 6 de l'autre, on pourrait faire l'inverse. Donc là, je vais la mettre par exemple en rouge. Celle-ci, je vais la mettre en bleu. Pour bien montrer, je prends deux sous-séries différentes.
Maintenant, pour chaque nuage, je vais calculer du coup la moyenne en x et la moyenne en y. Donc ça va être la moyenne en x, la moyenne en y, égale, je vais faire la fonction moyenne, tiens, pour montrer qu'on peut le faire. Donc sinon, je vais refaire la somme divisée par 7. Je vais faire avec la moyenne ici. Donc là, j'ai la moyenne en x, je l'étends par la moyenne en y. Donc là, ça correspond à ma série rouge, à ma sous-série rouge. Je vais faire pareil, x et y. D'ailleurs, je peux les appeler x1. Non, x2, celui-là, c'est le deuxième, et y2. Tiens, qu'on a mis bien en tête ce qu'on va faire. x2, y2 et x1, y1. Voilà. Et pour x2, donc égale la moyenne de cette colonne qui est là. Hop, et je vais étendre sur la droite pour avoir la moyenne des y aussi. Je vais mettre en bleu pour qu'on voit bien que ça correspond au deuxième nuage de points qui est là. Et donc, maintenant, quand je vais faire la méthode de Meyer, je vais d'abord classer mon nuage, donc le tracer de façon normale. Donc, comme tout à l'heure, vous sélectionnez les colonnes, vous faites insertion, vous faites ici nuage, nuage de points, vous l'avez ici. Et là, ce que je vais vouloir faire, moi, c'est ce coup-ci, introduire ici mes deux points moyens. Comment je vais faire ceci? Je me place dans le graphique, et comme souvent, quand on veut, pour introduire des points, on veut rajouter des points, donc quand on veut rajouter, on va faire sélectionner des données. Donc, je vais le mettre ici. Sélectionner des données, moi ce que je veux, c'est ajouter une série. Donc je vais faire ici, ajouter. Nom de la série, je vais l'appeler point moyen, parce que là, je vais rajouter mes points moyens. Et je vais bien rajouter les deux points moyens dans la même série, c'est très important. Donc je vais rajouter les deux points moyens. Abscisse en X, qu'est-ce que je vais prendre? Là, c'est les abscisses, du coup, mes abscisses sont ce point. Et là, je fais CTRL et j'appuie sur le deuxième point. Ça sont les abscisses en X. Abscisse en Y, j'aurais également pu prendre, donc je prends ce point, et l'autre faire CTRL, j'appuie sur point virgule, et je prends ici le deuxième point. Donc soit vous faites CTRL, soit appuyez sur point virgule. Et là, vous voyez que vous avez une deuxième sous-série qui est ici. Donc là, comme j'ai plus besoin de ça, je vais tout mettre en grand à côté, donc comme d'habitude, déplacer le graphique, nouvelle feuille, et je vais l'appeler Meyer. Hop. Donc c'est parti, je vais le mettre plutôt à la fin. Donc, titre du graphique, droite de régression avec la méthode de Meyer, et après on va voir comment on obtient cette droite. Voilà. On va rajouter maintenant le titre des axes avant qu'on oublie. Donc, titre des axes. On va mettre ici, c'était comme tout à l'heure, température. En juillet, en degrés. Je crois que j'ai oublié de l'écrire tout à l'heure, je l'avais dit, mais je ne l'ai pas écrit. Et ici, ça va être nombre d'heures d'ensoleillement. Voilà. Pour avoir la droite de régression, ce qu'on va faire, en fait, on va se placer sur la sous-série rouge, qui correspond aux points moyens ici. Je vais sélectionner l'un des deux, et je vais faire comme tout à l'heure, un clic droit, et ajouter une courbe de tendance. Quand je vais faire ceci, linéaire, je vais avoir ici ma droite de régression avec la méthode de Meyer. Pourquoi En fait, une courbe de tendance avec que 2 points, c'est la droite qui passe par les 2 points. Donc ça revient à faire ça. Juste pour que ce soit plus propre, ma courbe de tendance, j'aimerais bien, moi, qu'elle fasse quoi J'aimerais bien qu'elle traverse tout mon nuage de points. Qu'est-ce que je vais faire du coup Je vais faire ici prévision en avant, en arrière. Qu'est-ce que je peux observer? Je peux observer que dans prévision en avant, en arrière, moi, pour que ça traverse tout mon nuage, là, je suis grosso modo, on va dire un peu en dessous de 20. Je veux que ça aille en dessous de 15, donc je vais mettre, allez, on va mettre 4. Donc en arrière, je vais mettre 4. Je veux que ça revienne de 4 en arrière. Là, je vois, tiens, ça me tient jusqu'à 15 à peu près. Là, je vois que je suis à peu près, allez, je vais mettre à peu près à 23. J'aimerais bien que ça aille jusqu'à, on va dire, 28. Du coup, je vais faire en avant, je vais le faire aller de 5. Je vois que ça a bien dépassé. Ensuite, je vais faire comme d'habitude, c'est-à-dire que je vois qu'avant 10, il ne se passe rien. Donc, je vais faire un double clic sur l'axe ici. Et hop, sur l'un des numéros. Dans ce coup-ci, il ne veut pas. Du coup, il faut que j'aille dans option d'axe. Alors, ici, tac, tac, c'est pas celui-ci. Voilà, c'est ici. Donc c'est dans le dernier, les colonnes. Donc le minimum, on va le mettre comme tout à l'heure à 15. Voilà. Et là, pareil pour cet axe. On va sélectionner ici. Et le minimum, on va mettre à 1000. Voilà. Et donc vous avez obtenu ici la droite de régression avec la méthode de Meyer. On peut aussi, du coup, si on souhaite, je clique sur ma droite ici. Quand je clique sur ma droite, je vais faire afficher l'équation. On observe qu'on n'a pas la même équation qu'avant. C'est normal, parce qu'on n'a pas fait la même méthode. La plus précise, c'est moindre carré. Donc vous allez me dire, mais pourquoi s'embêter à faire Meyer alors que Excel nous fait moindre carré direct et que c'est plus précis?
Mais comme je vous l'ai dit, l'idée c'est juste de vous montrer cette méthode qui est assez élégante, et c'est aussi de vous faire manipuler un peu Excel, vous apprendre à comment tracer comment trier des séries, etc. Sachant qu'on aurait pu faire autrement, mais je vous ai montré la méthode la plus rapide. Je pense la plus simple, mais il y en a d'autres. Il y en a clairement d'autres. Donc voilà pour grosso modo cet exemple que je voulais vous montrer. Revenons du coup au cours. Et il ne reste plus qu'une chose à voir, c'est qu'est-ce qui se passe quand on a un R qui est loin de 1 et qu'on va donc faire un ajustement non affine. Ici, on va supposer que le coefficient de corrélation n'est pas proche de 1 en valeur absolue, et donc que les points qui représentent le nuage ne vont pas avoir tendance à être alignés, mais que on va voir qu'ils vont avoir tendance à suivre un autre type de courbe qui peut être un peu usuel, un peu classique. Donc dans ce cas-là, on va faire, donc ce que je viens de vous dire, il est cependant possible que les points soient proches d'un autre type de courbe connu. Dans ce cas-là, on va avoir trois exemples classiques, il y en a d'autres qui reposent sur la méthode des moindres carrés. Les trois, ils reposent sur la méthode des moindres carrés. Et on va voir trois autres exemples pour voir comment cela fonctionne, enfin trois autres exemples de courbes de régression non linéaire. Donc premièrement, on a justement avec une fonction puissance. Si on a l'impression que la courbe est de la forme y égale a fois x puissance n, il va falloir faire c'est trop déterminer a et n. Pour ça, en fait, je vous l'ai dit, tout est basé sur la méthode des moindres carrés. Donc je vous explique en fait ce que je vais vous dire là. Excel vous le fait tout seul, comme un grand, mais j'ai essayé de vous expliquer comment Excel fonctionne et comment il fait cela. Donc l'idée, c'est, moi, ce que pour avoir Excel, ce qui fait très bien, c'est les moindres carrés à la base, c'est-à-dire méthode des moindres carrés qu'on connaît bien. Pour se ramener à la moindre carré, moi, ce que je veux, c'est du y égale ax plus b, ou du y' égale ax plus b'. Bah, du coup, l'idée ici, c'est de passer au logarithme, parce que quand je passe au ln, je vais avoir ln de y égale ln de a plus n ln de x, grâce à des formules que vous connaissez, je l'espère, sur le ln. Si je pose y' qui vaut ln de y, x' qui vaut ln de x, et donc y' qui vaut nx' plus ln de a. Et du coup, là, je peux faire un ajustement affine entre y' et x', et une fois que je trouve le n et le n de a, ça me permet de revenir en arrière pour avoir n et a également. Il y a aussi un autre type d'ajustement qui est un ajustement exponentiel, ce qui ça va être de la forme a exponentielle b fois x. Pareil, même astuce, je vais passer au ln. Quand je passe au ln, je vais avoir ln de y à gauche, et à droite, je vais avoir ln de a plus b fois x. Ça ferait plus b ln de exponentielle x, donc plus b fois x. Je fais comme tout à l'heure, je pose y' qui vaut ln de y, enfin pas tout à fait, parce que là, le x, je laisse inchangé, il est déjà comme je veux. Dans ce cas-là, j'ai y' qui vaut bx plus ln de a, et je vais donc faire un ajustement linéaire avec la méthode des moindres carrés entre x et y'. Et en faisant ça, ça me donnait b et ln de a, donc j'aurai b, et une fois que j'ai ln de a, pour trouver a, il suffit de passer à l'exponentielle. Et enfin, on a aussi l'ajustement logarithmique, où je suppose que j'ai y est de la forme y égale a plus b fois ln de x. Bah, dans ce cas-là, j'ai aucun changement de... Enfin, j'ai pas besoin de passer au ln, il est déjà dans ma formule, et je pose x' qui vaut ln de x. Dans ce cas-là, j'ai y qui vaut b x', il manque un prime ici, tiens, bx' plus a, et on fait la méthode des moindres carrés sur x', y pour trouver b et a. Donc ça, Excel vous le faites tout seul, je voulais vous expliquer d'où viennent ces ajustements, rapidement, et on va conclure ce chapitre avec un exemple sur voir comment on manipule ce genre de choses. Donc retournons sur Excel, c'est quoi l'idée ici? On a une fissure, on étudie la longueur d'une fissure en millimètres sur une pièce mécanique entre janvier et décembre 2018, et on considère qu'il faut changer la pièce avant que cette longueur ne dépasse 20 cm pour éviter une panne machine qui pourrait être plus embêtante. L'idée, c'est, grâce aux données qu'on a là sur un an, quand est-ce qu'on doit prévoir de changer la pièce. Donc il faudrait le faire avant que ça atteigne 20 cm pour éviter justement qu'il y ait une casse qui pourrait être plus dramatique. Comment faire ce genre de choses? Donc exemple fissure qui est ici. Donc on a les données qui sont là, et on va devoir faire une série statistique avec ça. Alors là, qu'est-ce que j'aurai? En X, j'aurai janvier, février, mars, et en Y, 002, etc. Là, mon X, il est embêtant, parce que janvier, février, mars, etc., ce ne sont pas des nombres. Donc je n'ai pas des séries statistiques qui sont quantitatives tout court, c'est ça qui m'intéresse ici. Donc comment je vais m'en sortir? Il va falloir que je transforme janvier, février, mars, avril en des nombres. Comment je vais bien pouvoir faire ça? Bon je peux dire que janvier m'a donné 1, février m'a donné 2, mars m'a donné 3, et donc j'ai ici des données qui vont de 1 à 12, c'est ce qu'on va faire ici. Alors ce qu'on construit là, je ne vous ai pas donné le nom dans le cours, on construit ce qu'on appelle une série chronologique, c'est quand on veut voir l'évolution de quelque chose en fonction du temps. C'est, je pense, ce qui va le plus vous intéresser. Du coup, je vais faire ici 1, 2, 3. D'ailleurs, je ne vais pas le faire dans ce sens-là, mais dans l'autre, vous verrez après pourquoi. Donc là, je vais considérer mes x. Là, j'ai 1. Là, je vais mettre 2. Et pour aller jusqu'à 12, je vais prendre ici, sélectionner les 2. Et je grandis en dessous jusqu'à 12, parce que j'ai 12 données au total. Donc là, je vais regarder sur un an. Ça, c'est ma variable x. Ma variable y, ça va être quoi? Ça va être ici mes valeurs. Donc, CTRL-C. Je vous conseille de les mettre, quand vous avez une série chronologique, plutôt en colonne qu'en ligne, parce qu'en ligne, si vous avez plus que 12 données, ça va être pas lisible sur l'écran facilement. Comment faire? J'ai copié, et pour le coller, le mettre en colonne, c'est un clic droit. Vous faites un collage spécial et vous faites ce qu'on appelle transposer. On verra au semestre 2 ce qu'on appelle la transposer une matrice. Et donc quand je transpose, ça transforme en ligne en une colonne.
Qu'est-ce que je vais faire de ça? Je vais faire exactement la même chose qu'on a vu tout à l'heure. Alors comme on l'a vu juste avant, je vais le faire en mode accéléré. Donc je vais vous montrer comment on fait pour calculer la covariance si on le souhaite directement. Donc covariance, je peux directement égal covariance Pearson, c'est là qui est la bonne. Covariance Pearson, et je choisis mes deux colonnes et j'ai ma covariance. J'avais dû oublier. Je vais sélectionner les deux colonnes. Pourquoi il n'est pas d'accord? Ah, il veut que je le fasse en deux fois, pardon. Donc covariance Pearson, il faut que je fasse d'abord la première colonne, point virgule, la deuxième colonne. Sinon, il ne va pas être content Excel. Voilà. Donc là, j'ai calculé ma covariance. Ce qui va m'intéresser pas la covariance, c'est les coefficients de corrélation. Pour ça, il me faut quoi? Il me faut l'écart type X, l'écart type Y. Écart type Y. C'est parti, égal, écart type, je l'utilise directement. Il faut prendre encore une fois le Pearson. Donc écart type Pearson de X. Je l'ai ici, et je vais faire pareil pour l'écart type Y. Du coup, mon R de XY, mon coefficient de corrélation ici, je vous rappelle la formule, égale la covariance divisée par sigma X fois sigma Y. Et je trouve ici un R de 0,9. Ah bah du coup, j'ai pas d'ajustement ici. Donc j'ai un R qui est plutôt bon ici. Qu'est-ce que je vais faire de ça à présent? Ce qu'on va faire, c'est on va prendre ici mon nuage de points, et on va faire insertion, nuage, et, pardon, j'ai pas pris le nuage justement, nuage de points qui est là, et je fais mon nuage de points. Donc là, je vois en fait que j'ai un R qui est plutôt bon, pour bizarrement, il a 0,9, mais pourtant, graphiquement, cette courbe, on ne dirait pas du tout que les points sont alignés. Alors pourquoi mon R est plutôt bon? En fait, je vais vous l'expliquer tout de suite. C'est parce que si j'objectais par exemple les trois derniers points, si j'objectais les trois derniers points, ça donnerait quelque chose qui semblerait être bien plus aligné, ça serait bien plus, ça aurait une meilleure tendance. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que les premiers points là, ils sont plus parlants que les trois derniers. Et du coup, une des morales de l'histoire, c'est que faut pas se fier qu'au R. Le R, c'est un indicateur, mais là, visuellement, vous voyez bien que la tendance, c'est pas du tout à une droite, mais plutôt à autre chose. Et donc, ce qu'on va faire ici, regardons, si je fais ajouter une courbe de tendance, faisons linéaire, ce qu'il propose de base, on voit que très vite, si la tendance actuelle se confirme, je vois que ça va plutôt croître comme ça, que ça va être très rapidement s'éloigner de l'allure de la droite et avoir plutôt un autre type d'allure. Qu'est-ce qu'on va voir? On va essayer de voir quel est le mieux. Donc regardons exponentiel parmi ce qu'on a vu. L'exponentiel, il n'est pas terrible non plus. Logarithmique, il n'est pas terrible. Le polynomial, je ne vous l'ai pas vu, donc on ne va pas le mettre. Alors, ce sera tout le temps lui le meilleur pour le coup, un polynomial, parce qu'à chaque fois, il va tout adapter. Mais là, en vrai, hop, si on regarde bien, ce qu'on va faire, nous, c'est la fonction puissance. Parmi les trois qu'on connaît, le plus précis qu'il en est, c'est ici l'ajustement en fonction de puissance. D'ailleurs, on peut vérifier quelque chose. On peut mettre afficher l'équation. On peut mettre aussi, comme d'habitude, afficher le coefficient de détermination R au carré. Faisons ici égal ce nombre au carré. Et ce qu'on observe, c'est que le R carré, ici, il est de 0,974, il est vraiment très très bon, alors qu'il est de 0,84. En fait, on voit bien que l'ajustement du coup ici, avec la fonction puissance, il est beaucoup plus précis que si on avait fait l'ajustement affine. Ça se voit graphiquement et ça se confirme ici avec les calculs. Alors ce graphique, comme d'habitude, on va le déplacer. Donc déplacer le graphique. Nouvelle feuille, ici, titre du graphique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre là, titre du graphique. On va mettre ajustement avec fonction puissance. Hop. On va rajouter comme d'habitude le titre des axes. Donc là, ça va être les mois. L'avancement des mois, donc le mois 1, le mois 2, etc. Et là, c'est la longueur de la fissure. Donc, si vous vous souvenez de la réponse à la question, on voulait savoir à partir de quand la fissure va dépasser 20 cm. Comment on va faire cela? Du coup, ce qu'on va faire ici, c'est, on pourra faire par le calcul. En TP, on verra comment le faire par le calcul. Et comme ce sera un exemple de TP, je vous laisserai pour le coup, je ne vais pas vous le faire maintenant, tiens, pour vous entraîner à le faire pendant le TP. Sachant que malgré tout, les fichiers Excel que je vous mets là, j'en ai des tout prêts que je vais vous mettre en ligne sur Claroline. Et vous pourrez, grâce à ces fichiers, voir des choses plus complètes. Donc là, je vous fais le B à bas. Le reste, on le verra ensemble en TP, pour pas qu'on voit tout dans ces vidéos qui sont ici. Donc, ce que je vous disais, c'est que ce que je vais faire, moi, pour voir ce qui se passe plus tard, je vais faire une prévision en avant. Je vais avancer, on va voir déjà de 5 si ça suffit. Donc là, j'ai pas encore dépassé 20. On va monter jusqu'à 7. Hop, là j'ai dépassé 20. Du coup, comment savoir? Graphiquement, je vois que ici,
le 20, je vais l'obtenir là, et je vais l'obtenir entre 16 et 18 mois, je mets plutôt au-dessus de 17, donc à 17 et quelques mois. Donc je sais qu'au bout de 17 et quelques mois, il faut que je change ma pièce. Autrement dit, si actuellement, alors, au moment du prélèvement, on va dire j'étais en décembre 2018, moi je n'ai pas mis à jour l'année, mais ça ne change pas grand-chose. Bah, imaginons qu'on serait là maintenant en 2019, bah, je sais qu'il me resterait de 12 à 17, il me resterait 5 mois pour changer ma pièce. Au bout de 5 mois, avant les 5 mois, il faut que je change ma pièce pour éviter qu'elle ne rompe, par exemple, qu'elle ne pète, et qu'il y ait un dommage plus grave dans ma machine. Donc voilà typiquement le genre d'exemple que vous pouvez faire. Et on voit qu'avec quelque chose de linéaire, on aurait quelque chose de moins précis, et du coup, bah, ça aurait été plus dangereux. Donc là, vous voyez que c'est moins précis quand je fais du linéaire, et que ça n'aurait pas suivi la bonne tendance. Donc bien penser à ne pas se fier que au R, mais aussi se fier à vos yeux. Parce que la tendance, il est possible, enfin, là clairement, si on rajoutait quelques points, le R il aurait été très mauvais parce que la tendance aurait poursuivi ainsi. Alors ça termine encore une fois ce chapitre. Je vous laisse, comme je vous l'ai dit maintenant, enfin, il y a d'autres choses à faire avec ça qu'on va faire en TP ensemble. Et du coup, je vous laisserai voir pendant les TP comment faire ces choses un peu plus précises, vous entraîner à le faire. Et sachant que là, vous aurez sur Claroline les fichiers Excel avec des choses beaucoup plus précises. Enfin, la même chose que ce qu'on a fait là, plus d'autres choses en plus. Voilà pour ce chapitre qui termine ce semestre.